Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui on va parler NBA puisque la saison NBA reprend bientôt et avec moi j'ai des invités de marque puisque j'ai Louis à ma droite. Bonjour Louis. Salut Axel, salut à tous. Valentin que vous avez l'habitude de voir sur Endzone maintenant. Bonjour. Et oui, tous les lundis sur Endzone. Et bonjour Jordan. Salut à tous, moi je viens gratter partout. Avant de commencer, on va résumer un petit peu la saison dernière, ce qui s'est passé très rapidement. Les Boston Celtics se sont imposés en finale NBA 4-1 face aux Dallas. C'était clairement une boucherie, ils les ont mangés tout le match. Ils ont presque fait le parcours parfait puisqu'ils ont battu dans un premier temps Miami 4-1 au premier tour, 4-1 contre les Cavs encore une fois, puis 4-0 contre les Pacers, donc vraiment c'était une boucherie. Et puis en plus de ça, dans cette saison, Wemby a été élu rookie de l'année. Rudy Gobert a été élu aussi défenseur de l'année. Donc vraiment une année très bonne pour les Français. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va surtout parler des trades qu'il y a eu avant de du coup débuter cette saison, puisqu'il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses très intéressantes. Avant toute chose, du coup, on va faire simple. On va parler de quelques équipes où il y a eu beaucoup de choses. Donc les Kings, les Clippers, les Mavs, les Knicks. Et pour cette première équipe, j'aimerais parler plutôt des Kings, puisqu'il y a eu une grosse arrivée avec DeMar DeRozan. Et j'aimerais un petit peu savoir si pour vous, cette équipe a fait les bons recrutements. Et je vais te demander à toi, Val, est-ce que tu penses que les Kings, avec ces recrutements, peuvent aller chercher loin cette saison ? Non, honnêtement, ils ont un très bon roster, très complet, très deep, comme ils aiment bien appeler aux États-Unis. Ils avaient besoin de se renforcer sur les ailes, c'est chose faite. On a vu Harrison Barnes qui est parti du côté du Texas avec les Spurs et qui pourra franchement aider l'équipe de Greg Popovich. Maintenant, DeRozan, on sait que d'abord Sacramento n'est pas forcément une bonne situation quand t'es en free agency. Parce que la ville n'est pas vraiment attractive. Sauf que là, par exemple, ils ont une fenêtre de tir pour le titre. En vrai, là ils all-in, hein. Concrètement, tu donnes un contrat à DeRozan qui a 35 ans maintenant. Tu donnes, c'est son dernier contrat. DeRozan, il veut chercher la bague. Il vient de quitter Chicago maintenant. Le projet Chicago n'a pas tenu. Et surtout, maintenant, il va rejoindre un roster qui est déjà très complet, avec du Malik Monk, du Aaron Fox, du Sabonis aussi que je trouve légèrement sous-coté. Et maintenant, il va y avoir un DeRozan qui va être sans doute aligné avec un Keegan Murray. Donc pour moi, ils ont leur 5 majeurs qui va être très complet. Et surtout, après, sur le banc, ils ont des options et ça va. Franchement, c'est une très belle arrivée pour eux. Ouais, c'est ça, tu le disais, il y a quand même Sabonis, il y a quand même Fox, et en plus de ça, il y a DeRozan, donc presque 2 All-Stars chaque année depuis ces 10 dernières années. Jordan, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, après, je mets quand même des réserves sur cette équipe parce que j'ai pas mal de doutes avec ces Kings. Ils peuvent montrer de très belles choses. Moi, le meilleur joueur, en fait, ça se tape entre Aaron Fox et Sabonis sur les dernières saisons, mais je mettrais quand même Sabonis devant. C'est ça aussi le luxe, c'est que t'as 2 joueurs qui sont déjà All-Star, qui sont au leadership de cette équipe. T'as Mike Brown qui était le coach de l'année il y a encore 2 ans de cela. Cette année ils ont déçu parce qu'ils sont pas allés, ils ont pas fait leur trou en play-off. Mais c'est surtout après ils ont eu des blessures, ils ont eu des pépins, ils ont un roster incomplet. Mais en fait, j'espère vraiment qu'ils ont pas all-in parce que s'ils ont all-in, pour moi là cette année ils vont pas gagner le titre avec cette équipe, c'est évident. Enfin, je trouve que ça reste un peu limité sur certains points. Surtout mais là, dans la conférence où ils sont en train d'ajouter des pièces qui leur manquaient, c'est un puzzle, voilà. Et maintenant il est pratiquement complet pour avoir vraiment cette équipe candidat au titre parce qu'on peut pas dire maintenant que les Kings jouent le titre, mais c'est l'ambition, ça c'est sûr. Donc pour vous, c'est peut-être pas cette année, mais les prochaines années. Franchement, moi je les vois accrocher un play-in maximum. Non. Je vois pas le projet, j'arrive pas à imaginer le projet. DeRozan, il arrive vieillissant, c'est un super joueur. Après, il y a du monde, après, c'est bouché aussi. Ouais, mais quand t'attaques, il y a qu'un ballon, et en fait, t'as Sabonis, Aaron Fox, DeRozan devant, il y en a qu'un qui va tirer à la fin. Rajouter un scoreur comme DeRozan, c'est très bien, mais pour moi, c'est peut-être pas la pièce la plus. On l'a vu, Sabonis, il tourne à une dizaine de tirs par match. Hein, pour un joueur de ce calibre-là, c'est quand même. On le sait maintenant, ça va jouer avec Fox et DeRozan pour les tirs chauds. Voilà. Maintenant, après, autour, ils ont des super joueurs dans leur roster, des joueurs que, voilà, on le voit. Enfin, Malik Monk sera peut-être 6e homme cette année. Son meilleur rôle.
Là, pour le coup, l'équipe fait peur et franchement, on l'a dit, il y a des joueurs qui connaissent très bien leur rôle et maintenant, on va voir cette année, ça va être un bon test. Et toi, Louis, tu penses qu'ils peuvent accrocher une place en play-off, voire même plus que les play-offs en finale? Moi, ouais, je vais dire quand même qu'ils vont aller en play-off parce que l'effectif est quand même assez impressionnant. Moi, juste ce qui me fait peur, c'est j'ai l'impression que leur plafond de verre va arriver assez vite. Je les vois pas avoir ce petit plus qu'a pu avoir Dallas, qu'a pu avoir Boston, les Denver. Je trouve qu'ils ont un plafond qui va vite arriver et moi cette année peut-être demi-finale mais je les vois pas faire plus. Donc DeRozan c'est un super ajout parce que tu pouvais pas rêver mieux en termes de free agency et comme l'a très bien dit Val, c'est un petit marché, c'est pas une ville attractive. Après, c'est pas une oui, non, mais bien sûr parce que la fanbase est énorme. Pour aller dans le sens des Kings, je crois qu'ils ont dans leur équipe les deux joueurs les plus clutch de la ligue. Il n'y a pas Steph Curry, mais c'est en vrai des Aaron Fox. DeMar DeRozan, ils sont 2 des 3 plus clutch de la ligue. Et en fait, quand tu remarques que tous les matchs, ils se jouent en NBA dans le 4e quart-temps, là, ils sont plutôt pas mal. Donc en gros, c'est du très beau recrutement, mais ça va peut-être plus venir dans les années, dans les prochaines années. Je sais pas. Franchement là, Val a peut-être raison quand il parle de all-in dans le sens où pour eux là, avec des joueurs comme DeRozan, ils vont pas tirer 4 ans sur lui, ils vont pas le forcer 4 ans. Mais pour moi, si c'est un all-in, je le trouve pas si bien fait que ça. Ok. Après, à voir, parce que tu pouvais espérer mieux. Cette free agency là, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y avait pas grand monde. Mais c'est surtout que, on parlait de Rosen aux Lakers notamment. Bon, après, tu me diras, tout le monde envoie n'importe quel joueur aux Lakers. Mais là, peut-être que ça manque, peut-être à la limite, si on peut parler des défauts de cette équipe, un peu de tir extérieur et de défense. Quand tu ajoutes DeRozan, tu n'ajoutes pas de défense. On sait que Sabonis, c'est pas vraiment un grand défenseur. Aaron Fox, il peut se la donner. Maintenant, ça va jouer avec les autres role players de cette équipe. Ok. Maintenant, on va passer aux Clippers qui ont aussi fait beaucoup de changements dans leur effectif. Et ça va s'entrecroiser aussi avec les Sixers, puisque, on le rappelle, Paul George est parti aux Sixers. À l'hôpital plutôt. Même si il s'est blessé pendant 3 mois, au genou d'ailleurs. Donc voilà, maintenant les Clippers, ils ont un petit peu tout changé. Et je voulais avoir votre avis sur ça parce que c'est quitte ou double pour moi. Et par exemple, Louis, toi t'en penses quoi de ce projet un petit peu des Clippers de faire partir Paul George pour récupérer d'autres pics? Moi, je vois quand même un aveu de faiblesse. Il y a quelques années, le duo Kawhi Leonard et Paul George, c'était le duo de l'année qui allait tout terrasser. Et au final, blessure, pépin, une bulle où à la fin, on n'arrive pas vraiment à aller jusqu'au titre. Donc c'est plus un aveu d'échec qu'un renouvellement. Mais après, pourquoi pas, il n'y a que des si en fait chez les Clippers, Kawhi reste en bonne santé, si James Harden retrouve son niveau MVP, enfin pas MVP, mais en tout cas, il a un très bon niveau en ce moment, donc il faut qu'il le garde. Si les joueurs autour arrivent à faire quelque chose, il récupère un Nico Batum qui adore l'équipe, qui adore le coach. Donc on sait que ça peut marcher, enfin bref, il y a un potentiel, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment un désaveu et que le projet auquel ils ont tout misé n'a pas marché. Ouais, bien sûr, tu parlais de Nico Batum. Après, quand tu perds Paul George, t'es pas vraiment content de récupérer Nico Batum. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien capitaine de l'équipe de France, c'est un très bon joueur, mais malheureusement, c'est un joueur de banc aujourd'hui en NBA. On va le voir là, peut démarrer dans cette équipe-là parce qu'ils ont perdu énormément de talent en perdant Paul George contre Peanuts. Là, franchement, ils l'ont perdu contre rien. Et surtout, maintenant, tu vas devoir aller au titre avec Kawhi Leonard, vieillissant et plus tellement motivé, même si on sait que le propriétaire, il a tout mis avec ce nouveau stade, l'Inuit Stadium. Les toilettes à 10 secondes de la place et tout. Non, mais là, pour le coup, tu mets un James Harden là-dedans. Qui n'est plus du tout à son meilleur niveau et qui ne va pas le retrouver. Après, on sait que maintenant, il va plus s'adresser en tant que passeur. Là, honnêtement, tu mets qui? Tu mets Terrence Mann à côté, tu mets Kawhi Leonard, Zubac. Enfin, là, tu vises plus tout le titre. Trop faible. Ah, tu vises plus le titre. Et toi, Jordan? Je suis d'accord. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment l'intérieur de cette équipe. T'es à la conférence Ouest. Si tu démarres avec Zubac titulaire, ça va être très très compliqué sur le long terme. Malheureusement, comme l'a dit Louis, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de laisser partir Paul George, ramener Nico Batum, qui dans tes rangs, il y a encore 1 an, était vraiment un joueur magnifique, qui avait enfin trouvé son rôle parfait en NBA. Et là, après, il part à Philadelphie, il revient. Tu sais pas vraiment quel est le projet.
Alors qu'il y a encore 1 an, 2 ans, là, tes ambitions, elles étaient affichées. T'avais un minimum de stabilité malgré les blessures et tu connaissais tes ambitions. Là, aujourd'hui, avec tout le respect, ça va être compliqué. S'il y a une cassure, tout est fini. Si ça tient, pourquoi pas aller accrocher une 6e place, je sais pas. Donc, tu vois les Kings, tu les vois pas en playoff, mais par alors moi, contre, franchement, je vois les Clippers. Moi, les Clippers m'attirent bien plus que ces Kings. Je sais pas. Pour moi, quand t'as Kawhi Leonard dans une équipe, mais non, mais il faut un lieutenant à Kawhi Leonard. Il y a James Harden quand même. Déjà, tu sais pas s'il peut jouer toute la saison. C'est l'interrogation. Je dis. Il va même pas commencer la saison. Il joue même pas cette pré-saison. Si ça casse, ça va être très 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 compliqué. Mais si ça tient, pourquoi pas viser quelque chose de correct. Pour moi, ils atteignent même pas le play-in. On l'a vu à l'Ouest, c'est bouché. Tu vois les Rockets, tu vois même à la limite aujourd'hui je vais commencer à m'enflammer, mais tu vois les Spurs, ils sont sur une pente montante. J'ai une question. Pour toi, avec Kawhi Leonard, James Harden titulaire, c'est une équipe qui joue même pas le play-in. Mais il y a du monde à l'Ouest. On parle des Houston Rockets qui n'ont même pas pu y arriver. Il y a les Warriors, il y a les Lakers, il y a tout ça. C'est vraiment une bague. Il y a Ja Morant, il y a les Grizzlies de Ja Morant qui reviennent cette année, alors que on le rappelle, il y a 2 ans, ils étaient encore 2e de la conférence Ouest et grand titulaire, voilà, grand prétendant pardon au titre. Et là, ils ont pas joué, ils sont pas allés en playoff cette année parce qu'ils ont du coup tout cassé pour avoir leur pick en playoff. Leur pick à la draft, pardon. Mais si t'as pas des ambitions de playoff avec un James Harden, un Kawhi Leonard, un Nico Batum, mais ils ont pas l'effectif. Non, je parle pas de Nico Batum. Nico Batum n'est plus un titulaire NBA. Ouais, mais non, mais je te parle d'un roster, une équipe, lui là-bas, quand il est là-bas, ils ont pas le roster par rapport aux autres. Donc deuxième question, pour toi, une équipe qui aujourd'hui, en 2024, a James Harden et Kawhi Leonard, ne peut plus avoir l'ambition des playoffs. Mais non. Bon, mais si t'as ça, si t'as rien, tu joues pas à deux au basket. En tout cas, tu vas pas aller jouer le titre avec Zubac et Terrence Mann. Non, mais je te dis pas qu'il joue le titre, mais avoir un minimum d'ambition. Toi, tu parles de même pas jouer le play-in. Mais non, parce qu'il y a les Rockets, il y a les Grizzlies, il y a les Lakers, il y a les Warriors, tout ça. Il y a les Pelicans. Franchement, si tu mets les Clippers derrière les Rockets, et tout ça, c'est juste pour le play-in. On parle du play-in. Bon, ça va être compliqué pour les Clippers, pardon. Même s'ils ont quand même 2-3 bons joueurs dans leur effectif. Voilà, c'est des joueurs vieillissants. Maintenant, on va passer plutôt aux Sixers. On va un petit peu balayer le sujet puisqu'il y a eu vraiment que Paul George en grande arrivée qui s'est blessé malheureusement pendant quelques mois. En plus sur un match de pré-saison, donc ma foi, c'est quand même pas de chance. Maintenant, on va surtout s'attarder sur les Minnesota et les Knicks parce que c'est quand même très intéressant ce qui se passe là-bas. Voilà, il y a eu un gros trade qui certainement est le plus gros trade de cet été et de ce début de saison. C'est bien évidemment Karl Anthony Towns qui part aux Knicks contre Julius Randle et DiVincenzo. Alors, est-ce que vous pensez que c'est gagnant pour les Knicks ou alors est-ce que vous pensez que c'est gagnant pour les Timberwolves? Louis, je t'écoute. Pour moi, c'est gagnant pour les deux équipes. Du coup, je vais commencer Knicks. Pour moi, tu améliores encore plus ton effectif avec un Karl Anthony Towns qui t'apporte une nouvelle arme à ton effectif, une arme à 3 points qui fait toujours du bien. Tu renforces vraiment. Le seul bémol, c'est que moi, tu perds DiVincenzo. Ça, dans le roster, dans la profondeur de banc, il était quand même important. Et bon, on l'a vu quand même sur ce pré-saison, il a peut-être la rancœur un peu tenace, mais après, en tout cas, l'échange Julius Randle et Karl Anthony Towns, c'est du poste pour poste. Pour moi, ça se tentait et les deux équipes ont fait un move quand même intéressant. C'est 2 profils d'ailier complètement différents, mais qui pour moi peuvent fitter dans les deux équipes. Et pour toi, le fait que Julius Randle se blesse souvent en ce moment, ce serait pas un couac pour les Wolves ? Ah bah bien sûr, mais après moi je crois toujours en la profondeur de banc de Minnesota. Je vois bien par exemple une raquette Reed-Gobert, ça peut se faire, pourquoi pas. Reed est un super joueur qui peut s'adapter sans doute à ce poste. Il l'a prouvé en donc pourquoi pas. Julius Randle c'est vraiment un plus, c'est parce que je pense que c'est surtout pour alléger la masse salariale. Donc si ça fit, tant mieux. Si ça fit pas, tant pis, au moins, je pense que ça les freinera pas dans leur course au playoff. Ok, donc c'est gagnant-gagnant pour les deux équipes. C'est ça. Valentin, qu'est-ce que t'en penses ? Là, ce qui se dit le plus souvent, on va pas se mentir, c'est que les Knicks sont gagnants. Quand mais on parle genre oui, les médias le disent en étant rigide et tout franchement Randle, en fait le parcours que font les Knicks, ils le font sans Randle, donc ça veut dire techniquement t'échanges DiVincenzo contre 4 parce que Randle n'a pas joué pendant le run de playoff exceptionnel qui a sorti New York.
Donc forcément, tu te dis, putain, un numéro 1 de draft, rookie de l'année, un joueur aussi constant que Kat. Surtout qu'en plus, on l'a vu, les Knicks, ils manquent cruellement d'intérieur. Robinson est blessé en ce début de saison. Ouais. C'est pour ça que Towns va commencer numéro 5, pas 4. Il va jouer 5. Il a toujours joué 5, à part ces 2 dernières années avec l'arrivée de Gobert dans le Minnesota. Mais aussi, par contre, il faut pas vraiment manquer de respect aux Timberwolves, parce que maintenant, c'est simple, c'est Anthony Edwards qui a les clés du camion, maintenant il n'y a plus cette place de vas-y, bon, c'est qui vraiment le franchise player de cette équipe. Maintenant, c'est Edwards qui a l'équipe. On rajoute DiVincenzo qui sort d'une campagne de playoff exceptionnelle, qui sera peut-être qui est forcément déçu de ne pas voir les Villanova, les anciens de Villanova tous ensemble. On l'a vu, il s'est embrouillé d'ailleurs, comme a dit Louis, avec le père de Jalen Brunson sur le banc, l'assistant des Knicks. Ben maintenant, pour moi, c'est plus gagnant du côté des Knicks, on va pas se mentir. Mais attendons de voir, parce que Julius Randle, on le rappelle, c'est quand même quelqu'un qui a remis un petit peu de basketball au Madison Square Garden. Et toi, Jordan, un grand fan des Knicks? Ouais, franchement, en tant que fan des Knicks et vraiment en restant objectif, comme Val, je dirais que, avec un peu des Lakers évidemment, comme Val, je dirais que les Knicks ils sortent un peu plus gagnants parce qu'ils savent ce qu'ils récupèrent, là où les Wolves ne savent pas ce qu'ils prennent. Je vais commencer par les Wolves. DiVincenzo, franchement, c'est un super ajout à l'équipe. Anthony Edwards l'a dit. Et Randle, alors c'est un joueur vraiment, il m'a fait aimer New York dans les moments hauts, dans les bas, j'ai pu le détester aussi. Et malheureusement, cette blessure la saison dernière qui l'éloigne des terrains, on ne sait pas comment on va le récupérer côté Wolves, et surtout, on ne sait pas quelle place il va avoir dans l'équipe. Julius Randle, c'est un All-Star affirmé maintenant, et je le vois connaissant la personnalité, son ego, je le vois très mal commencer sur le banc, parce que Louis l'a dit, les Wolves, ça va jouer avec Reed et Gobert dans la raquette. Il n'y a pas de la place pour un troisième, enfin je le vois mal jouer ailier. Lui c'est un ailier fort, il peut même jouer pivot, mais bon. Donc vous voyez Reed, il est trop petit, à la place de Randle. Alors dans le système Wolves, oui, Reed, je pense qu'on lui a fait des promesses, et notamment avec les playoffs qu'il a donné. Et Randle, je le vois moi je vois un mouvement. Je vois pas d'autre solution en fait qu'un trade ou quelque chose. Parce que Randle, je vais mal commencer sur le banc. Et, oui, vas-y. Tu récupères Randle, pourquoi du coup? Qui voudra récupérer Randle Franchement, je pense que tu libères Randle déjà pour enlever 43 millions de salaire à Karl Anthony Towns. Qui était assez il prend oui d'accord, je comprenais pas le. Et après là je sais pas comment va s'adapter le coach, c'est pour ça que je mets les Knicks gagnants. Et du coup pour parler de New York, franchement je suis complètement séduit. Moi je me fais pas de problème pour Chris Finch, parce que honnêtement on sait qu'il peut s'adapter, et surtout que maintenant il a du choix à l'intérieur. Enfin, quand tu as le choix entre Gobert, Randle et Naz Reid pour 2 postes, franchement plutôt content. Ça c'est plutôt bien. Après il y a un truc qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé aussi, c'est que les Knicks ils ont aussi pris Michael Bridges. Voilà. Et là merci pour ce lancement magnifique. Les Knicks qui ajoutent Towns, Bridges à l'intersaison. On peut même compter Tyler Kolek à la poste de main, qui va un peu aider Brunson quand il faudra de l'organisation. Des petits jeunes comme Paco Mdiade qui arrivent. C'est parfait. C'est ce qu'on avait Thibodeau maintenant il peut avoir 8-9 joueurs sur qui compter. J'espère qu'il va même étendre à 10 sur la saison régulière et pas jouer à 7-8 comme d'habitude. Et New York, surtout avec Karl Anthony Towns, ajoute une deuxième option offensive qu'il n'avait pas en deuxième partie de saison dernière quand Randle était blessé. C'était Brunson offensivement et rien d'autre. Seule interrogation, ça va être la profondeur intérieure, avec Mitchell Robinson qui est un peu blessé, même plutôt pas mal, et qui revient en décembre. Karl Anthony Towns, c'est pas le plus grand défenseur, même s'il peut se coller à la tâche. Il va falloir doubler, parce que avoir Jericho Sims, franchement, pour toutes les minutes que j'ai vues de lui, que ce soit en playoff ou en saison régulière, c'est très compliqué pour la NBA. Je pense qu'il est même pas titulaire à Cholet. Donc ça va être compliqué s'il y a de la cassure, surtout que Karl Anthony Towns, il n'est pas souvent épargné quand même. Ok. Donc c'est gagnant-gagnant, et puis on le sait avec les Minnesota, et puis ce renouvellement qu'il y a depuis 5-6 ans et les arrivées, ça peut aussi pas trop mal pour eux d'avoir Julius Randle et DiVincenzo contre Towns qu'il a depuis quand même pas mal d'années. Maintenant on va passer une partie où on va parler de la France, puisque cette draft là cette année a été exceptionnelle pour nos Français. On a eu 5 joueurs draftés, dont le numéro 1 et le numéro 2, Zachary Rizaché et Alexandre Sarr, le numéro 6 de la draft avec Tidjane Salone, qui d'ailleurs fait de très bonnes performances. Paco Mdiade, donc tu en as parlé, qui rejoint les Knicks, 25. Et Melvin Aginca en 51, et oui c'est ça, 25. Mais du coup Melvin a rejoint l'Asvel.
Il a pas signé en NBA, il a rejoint l'Asvel après la draft. Donc honnêtement, c'est quand même une très bonne draft. Il y a aussi peut-être la signature de Gershon Yabusele. La signature de Gershon Yabusele, tout à fait, aux Sixers, qui d'ailleurs, on aurait pu en parler, mais qui est plutôt pas mal, même si bon, son retour en NBA un petit peu contrasté avec, enfin, certaines personnes pensent que c'est pas une si bonne idée que ça. Mais honnêtement, avec cette draft-là, est-ce que vous pensez qu'on va enfin revoir des joueurs au top, même s'il y a eu Wemby l'année dernière, comme Tony Parker par exemple il y a 10 ans? Louis, je te laisse commencer. Moi, je crois surtout qu'on va sur une nouvelle et meilleure génération. On a un vivier de talent qui commence de plus en plus à grandir et un vivier qui devient de plus en plus haut. En fait, le plafond de verre est de plus en plus haut. C'est plus juste Tipeee et puis Boris Dio qui est là en 6e homme, qui est très bon. Là, on a vraiment Wemby, Bilal Koulibaly. Des premières options, là. John Saloon, on a des lieutenants, des premières options. En fait, deux numéros 1 de draft consécutifs. C'est exceptionnel. Ce qui est fou, en fait, je crois qu'on a un vivier, et je me répète, mais vraiment un plafond de verre et un potentiel qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du basket français. Européen. Et même européen. Après, il y a quand même Doncic. Ouais, mais en termes de panel, etc., je suis d'accord. Et donc voilà, pour moi, c'est juste exceptionnel. J'ai hâte de voir, parce qu'en plus, c'est des joueurs qui n'ont pas du tout les mêmes profils en plus. Ah, bien sûr, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'ils se complètent un peu parfaitement. Après, on va dire Sarr et Wemby, c'est le même poste. Bon, mis à part ça, je trouve qu'on a quand même un ailier en Rizaché, on a un arrière avec Koulibaly, ailier fort avec Saloon. Enfin, donc, pour moi, tout se goupille bien et je suis très hypé pour cette prochaine saison. Valentin, toi, est-ce que tu penses que là, la France, vraiment, ça va devenir un petit peu, en soi, la tête de gondole de l'Europe en termes On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Déjà, que Wemby devienne un premier choix, c'est une première pour la France, depuis Bargnani en 2004. C'est le premier choix européen. Ensuite, on l'a vu, bim, cette année, on reçoit Zachary Rissaché en 1, Alexandre Sarr en 2, Tidjane Salin en 6. Ouais, c'est ça. Donc 3 Français en 6 choix, c'est énorme. Et on se projette déjà l'année prochaine avec Nolan Traoré en top 3. Bon, ça va être compliqué pour lui d'aller un premier de se projeter en first seed parce qu'il y a Cooper Flag. Et quand on voit les attentes qu'il a, on va voir avec sa saison qu'il fait à Duke, mais ce mec est juste générationnel. C'est le cas de le dire. Il a fait le training camp avec les États-Unis pour les JO. Les joueurs étaient étonnés de son niveau. Ouais, mais il était au-dessus. Hein. Il était au-dessus de certains joueurs de NBA, alors que le mec avait même pas fait sa dernière saison d'université. Donc bon, moi je reste scotché par ce profil, mais c'est surtout là on va avoir du coup franchement autant de talent dans une draft. Moi honnêtement celui que j'attends le plus parce que honnêtement Zachary Zaché, Alexandre Sarr on connaît, mais Tidjane Salin a un vrai boulevard devant lui pour se développer. On l'a vu, il a déjà été starter en pré-saison. Ce qui est top, alors pré-saison exceptionnelle. Il fait une pré-saison de dingue avec une belle adresse. Il a très peu de pression médiatique comparé à Zachary Zaché et Alexandre Sarr où c'était top 1, top 2, on savait pas qui a été choisi en premier. Et surtout, ils arrivent dans par exemple Rizaché qui a un premier choix où voilà, on le voit, les médias sont contre-fous, tu vois, ils veulent un mec qui parle, qui trash talk, qui est en mode un peu comme Scott Anderson, Chet Holmgren et Wemby l'année dernière, tu vois, en mode non, c'est moi qui mérite d'être numéro 1, ou d'être rookie de l'année. Maintenant, là, le Tidjane Salin a un vrai boulevard devant lui, pas comme Dadier malheureusement. Je suis quand même quand t'as Tom Thibodeau, que t'arrives à New York avec autant de concurrence, ça va être compliqué de grappiller des minutes. Moi je pense qu'il va manger ses baskets en début de saison. Je suis aussi très content, t'en parlais, mais de Gershon Yabusele qui revient et qui est pour moi à un niveau, on l'a vu, un premier match, il fait du 6 sur 6. 6 sur 6 au tir, très bonne 15 points, très régulier. Et puis il a prouvé au JO aussi, il était complètement exceptionnel. Au JO, bon, on sait, même lui l'a dit, il a eu ce contrat. Mais bien sûr, il a eu ce contrat parce qu'il a dunké sur LeBron et les gens le voient comme ça. Mais c'est un super joueur titulaire au Real Madrid et on sait, l'Europe, c'est pas des conneries. Et toi, Jordan ? Cette année, on a 15 Français en NBA. On a littéralement jamais vu ça. On est la 3e nation représentée derrière les États-Unis et le Canada. Je pense que ça veut tout dire. Et puis, je suis content parce que on a eu une première génération avec Tony Parker, Boris Dio, d'autres joueurs, qui ont ensuite été suivis par Nico Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier. Et ensuite, on a eu un passage à vide en fait. On a eu des Français très prometteurs avec Frank Ntilikina, Killian Hayes, qui ont plutôt déçu malheureusement, même Eli Okobo, beaucoup de joueurs comme ça. Et là, c'est ce qu'on voit arriver. Tous ces jeunes, ils ont appris du passé. Ils ont vu leurs aînés, donc c'est Killian Hayes, c'est Frank,
un petit peu flop, faut le dire. clairement. Et la formation française, je sais pas ce qu'elle a fait ces dernières années pour nous sortir des spécimens comme ça, mais ils sont tous fous. Celui que j'attends le plus, comme Valentin, bizarrement, c'est pas Rizaché ou Sarr, ça va être Salone. Après, si on parle course au rookie de l'année, là je vois Alex Sarr l'emporter, parce que déjà il arrive dans une équipe, je pense, où même s'il y a de la concurrence à l'intérieur, il va avoir des minutes, il peut gratter 20-25 minutes. Il va être avec Koulibaly aussi. Il va être avec Koulibaly, ouais, dans un contexte des Wizards qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est une équipe quand même qui a du talent et qui va gagner quelques matchs. Comparé aux Hornets avec Salone, où là je vois un peu plus compliqué, surtout si tu as une cassure qui s'appelle la Melo Ball. Mais tu penses que Charlotte peut finir derrière Washington? Franchement, je sais pas. Je pense que ça va se taper toute la saison. Ça va être pareil. Non. Là, pour le coup, ça va être pareil. En vrai, quand t'as Jordan Poole, Kyle Kuzma, Washington... le problème, c'est que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est moi, pour moi, Washington, ils doivent encore tenter une année à la draft. Essayer de consolider un style. C'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'aucune des deux équipes va jouer le play-in. Ou... pour moi, les Hornets jouent le play-in, honnêtement. Mais je pense qu'il peut se montrer. De toute façon, on sait que le bilan, ça ne compte même plus dans la course au rookie de l'année. Je vois juste sur les performances sur le terrain, Salone, peut-être, là en pré-saison, il a beaucoup montré, parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup d'espace, mais après sur la saison régulière, ça peut se limiter, surtout quand tu vas affronter les titulaires de grosses équipes. Là où Alex Sarr, il a un profil qui est déjà connu aux États-Unis, il a déjà joué là-bas. Salone, il arrive de France, il va avoir un petit temps d'adaptation. Là où je pense que Sarr et Rizaché, eux, vont un peu plus mieux s'adapter. D'accord, donc là c'est vraiment de bonne augure pour la France, et puis dans quelques années on aura aussi une très bonne équipe de France, ça c'est sûr. Avant de parler de Wembanyama, puisque c'est aussi le sujet de notre discussion, c'est Jordan qui va se décaler juste à côté de moi pour nous faire sa magnifique chronique, à l'instar de la semaine passée. Jordan, je te laisse venir. T'as réussi à caler le mot à l'instar. Pour ça, respect. Alors Jordan, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bon, on va rester sur nos Français, on va rester sur la NBA, et on connaît Tony Parker, on connaît Victor Wembanyama, Nicolas Batum, Rudy Gobert, mais qui se souvient du premier Français passé par la NBA? Ah, aucune idée. Ouais, vous l'aurez peut-être pas compris, mais aujourd'hui on va parler de Tariq Abdul-Wahad. Tariq, il est né à Maison-Alfort en 74 et il est drafté en 97 par les Sacramento Kings. À partir de là, c'est simple, Tariq, il ouvre une porte au sportif français que personne n'avait jamais osé effleurer avant lui. Il fait donc ses débuts en NBA en octobre 97. Vous savez, cette ligue où tout le monde a de bien meilleurs contours que moi. Mais malheureusement, il connaît des débuts... Ça, c'est pas sympa. Mais malheureusement, Tariq, il connaît des débuts difficiles. Mais c'est pas grave. Il progresse, il s'accroche. Il fait ça petit pas par petit pas, comme dirait un grand sage. Il a des grands pas, je pense. En 99-2000, il claque une saison à 12,2 points. Donc là, évidemment, on peut se dire que c'est pas mal. Mais il s'accroche et il veut même progresser. Donc à la fin de saison, il y a une équipe qui vient et qui lui pose un chèque de 43 millions sur la table. Évidemment, il va refuser parce qu'il en veut plus. Je déconne, clairement, non, il accepte. Il accepte et il rejoint donc Denver en 2000. Mais malheureusement, c'est le début de la fin. Il enchaîne les mauvaises performances et en 2002, il est drafté à Dallas. Et là-bas, il est tristement victime de ce qu'on appelle les croisés, tu connais. Ah ouais, c'était et donc à Dallas, le vire malheureusement en 2003 et il met un terme à sa carrière. Mais ce qu'on retient de Tariq Abdul-Wahad, c'est que c'est un gamin qui est né à Maison-Alfort, qui a réussi à se faire une place dans la Grande Ligue en étant le premier à affronter Michael Jordan, le premier français. Et il a inspiré les plus jeunes, comme Tony Parker, qui n'a jamais caché son admiration pour le Flying Frenchman. Donc en gros, à part sa première saison, il n'y a rien à retenir? Non, c'est surtout sa troisième quand même où il met 12,2 points. Sa première, il en met 8, 6. C'est plutôt pas mal, mais bon, ça aura duré 3 ans. Il aura ouvert la porte et derrière, on connaît le reste pour le basket français. Très bien, donc merci Jordan pour cette chronique. Donc après avoir parlé de tous ces Français, on va évidemment revenir sur le Français vraiment qui nous intéresse cette année et son équipe aussi avec tout ce qui s'est passé chez les Spurs. Évidemment, je vais parler de Victor Wembanyama. On le rappelle, Chris Paul est arrivé cette saison. Récemment, il y a Jalen McDaniels qui l'a rejoint d'ailleurs, donc il commence à avoir une belle petite équipe. Et je voulais un petit peu savoir votre avis sur la saison de Wembanyama. Est-ce que vous pensez qu'il va confirmer cette saison-là? Est-ce qu'il va peut-être être dans le top 8 pour jouer les playoffs ou alors les play-in, peut-être un petit peu en dessous? Voilà, je voulais avoir votre avis, donc Valentin, je te laisse me donner le tien. Ouais, comment ce joueur ne peut pas encore plus se développer? Il est dans un très bon cocon au Texas. L'effectif s'améliore, j'ai envie de dire. Tu fais venir Chris Paul, voilà, ça va être... on est à deux doigts d'un Lob City version Chris Paul 38 ans. Mais non, tu mets Harrison Barnes, McDaniels, tu conserves Keldon Johnson et Devin Vassell.
Voilà, honnêtement, je pense que cette équipe, avec encore un petit peu de temps, va progresser, va apprendre beaucoup aussi de Chris Paul, de l'expérience, de tout ça. Encore un peu de Greg Popovich, voilà, ça va faire du bien à cette équipe des Spurs. Il va surtout avoir enfin cette restriction des minutes qui va se lever un petit peu. Il va pouvoir un petit peu plus accélérer, se débrider son jeu. Et on l'a vu, enfin maintenant, c'est son équipe, quoi. Genre, on le voit, c'est vraiment le leader vocal de cette équipe. Il est déjà numéro 11 des meilleurs joueurs et top 11 des meilleurs joueurs de la ligue selon ESPN. Devant Jalen Brunson. À seulement 20 ans, hein, quand même, oui, devant. Bon, après, il est un peu controversé parce que bon, tu mets du Devin Booker derrière, du Jalen Brunson, on va se calmer. Mais bon, c'est quand même. On parle de Wembanyama. Enfin, c'est un mec qui va être cette année sans doute défenseur de l'année. Là, honnêtement, s'il l'est pas, c'est clairement l'ambition. Même et puis, ouais, non. Il peut être All-Star, selon toi, Jordan ? Ouais, clairement, je pense que cette année, il peut. Il arrive dans ça arrive souvent hein, qu'un rookie en sophomore, c'est plutôt un sophomore, soit All-Star dès sa deuxième saison. Je pense que ça va être cette année, surtout qu'ils vont gagner un peu plus que l'année dernière. Donc le bilan va être un peu moins dégueulasse. Je le vois bien, grâce à ce petit monsieur à côté, Chris Paul, 1m83, il va bien l'aider. Il va lui envoyer de bons petits alley-oops. Et pour revenir sur le transfert de Chris Paul, c'est pas mal. Il va faire progresser, pas que Victor, toute l'équipe. On sait qu'il y a Castle qui est arrivé grâce à la draft à la main. Ouais. En deuxième, quoi de mieux pour apprendre que Chris Paul vraiment à la main, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. Maintenant, ça reste un petit peu limité, évidemment. Les ambitions, elles vont pas être si folles que ça reste de la construction. Mais si l'objectif, c'est accrocher une 10, 11e place, ça peut être correct. Une place en play-in, c'est possible. C'est possible si toutes les bonnes étoiles s'alignent. Moi j'y crois un petit peu parce que je pense que Victor va faire une saison stratosphérique où il va encore plus augmenter ses moyennes comparé à l'année dernière. Le fait qu'il va avoir moins de restrictions sur les minutes, ça va vraiment encore plus augmenter son impact sur le jeu. Après comment Greg Popovich va gérer tout ça avec son staff, c'est aussi une question. Mais moi j'y crois dans ces Spurs. Et toi Louis, tu rejoins tu rejoins Valentin et Jordan, même si Wembanyama aura beaucoup plus de minutes, est-ce que tu penses que le risque de blessure n'est pas un petit peu plus grand du coup ? Bien sûr, il est là le risque de blessure, mais je pense qu'il est assez bien entouré et que même lui, son hygiène de vie est très bonne pour qu'il puisse faire face aux blessures et du coup enchaîner 82 matchs où s'il faut le limiter, on le limitera. On joue que le play-in, j'ai envie de dire. Enfin, on n'est pas non plus là à être contender, etc. Donc s'il faut le restreindre à 70 matchs, on le restreindra à 70 matchs. Je veux juste apporter une précision. McDaniels a été coupé juste après son transfert. Donc les Spurs ont juste récupéré un second tour de draft, comme d'habitude. Donc, mais l'arrivée d'Harrison Barnes, de Chris Paul, c'est en fait des arrivées qu'on attendait et puis qui colle en fait au jeu des Spurs, j'ai envie de dire. Harrison Barnes, vraiment un 3&D qui est dans le jeu collectif. Chris Paul, j'ai pas besoin de le présenter. Malgré quand même que sur cette pré-saison, un petit peu perso, s'il peut un peu plus lâcher la balle, ce serait un peu mieux. Puis Stephen Castle, moi je suis désolé mais il y a Zachary Rizachi, il y a des Français, mais Stephen Castle, moi je suis vraiment tombé amoureux. Il y a Shepard aussi. Rob Dillingham. Non mais il est meilleur que. Mais il a tout. Enfin, il est explosif. Il a le shoot. Enfin, le shoot, ça va encore un peu venir, mais au niveau du cercle, c'est peut-être l'un des meilleurs au niveau du top 10. Surtout qu'il va avoir des minutes. Chris Paul, il va pas jouer 40 minutes par match. Non. Surtout à son âge. C'est surtout son âge. Et on a déjà vu des bribes de jeu un peu à la Spurs. Ça veut dire une avant-dernière passe ou une extra passe qui puisse faire. Donc il y a vraiment un énorme potentiel. Keldon Johnson qui va rentrer dans la course du sixième homme et qui est en train d'affiner son jeu, qui est plus la brute qu'on connaissait, le taureau un peu sans cervelle, si je peux vraiment méchant, Julius Randle qui va au panier. Non, cette fois il est plus délicat, il va vraiment chercher la faute. Moi j'y crois et je sens qu'on va prendre plus de plaisir. Et puis il y a Jeremy Swan aussi, on l'a pas mentionné, mais j'espère. Pour Wemby, vous voyez quoi comme saison en termes de stats ou de récompenses? Je vais commencer. Moi je le vois quand même prendre défenseur de l'année avec 3 comptes, 2 interceptions, des gros stats de défenseur, quoi. Exactement. Je le vois bien aussi aller au niveau des 20 points. Pareil, voilà, 20 points, 10 rebonds, saison passée pareil. 20 points, 10 rebonds, 3 comptes. Pour moi là, ça se tape, s'il y a un petit bilan qui peut suivre, il est top 10 des MVP. Complètement. Après, moi,
s'il peut, il peut même gratter le 25. Je suis peut-être ambitieux, mais 25 points, pour moi, ça se tente. Donc voilà. Et c'est déjà très très bien. Et toi, Val? C'est vrai que j'avais pas pensé à la possibilité qu'il puisse devenir All-Star, mais en fait, quand on connaît le profil du joueur et ce que attendent les Américains quand ils votent, oui. c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est pas un pivot à la Rudy Gobert où on sait il est vachement controversé pour son style de jeu. Là, c'est un mec qui peut t'envoyer un windmill en sautant avec un bras, enfin bref, en se retournant, en prenant un verre de Gatorade, en checkant Greg Popovich. Non, mais c'est exactement un profil qui peut plaire au All-Star Weekend et qui peut un peu rajouter de la folie. On n'a pas on n'a pas du tout ce profil partout, nulle part dans cette ligue. Donc finalement, ouais, pourquoi pas le voir All-Star. Après, c'est sûr que entrer au play-in, ça va être compliqué pour les Spurs. Parce qu'on en a parlé, il y a de la concurrence, et c'est surtout que, en fait, ouais, j'ai même pas parlé de Stephen Castle et de Jeremy Sohan, mais en fait, le roster est bon, et surtout, il demande qu'à se développer. Ouais, bien sûr. Et oui, défenseur de l'année. Mais le projet Spurs, il se calque un petit peu sur ce qu'OKC a essayé de construire ces longues dernières années en reconstruction. Pour moi, ils sont bien partis. Malheureusement, tu sais pas ce qu'un joueur va donner sur l'avenir. Il peut toujours avoir des cassures ou des problèmes. Mais à l'image d'OKC à l'ouest, je sais pas, d'Indiana ou d'Orlando à l'ouest, pourquoi pas Je vais juste faire une toute petite remarque. Il y a un dénominateur commun entre les Thunder et les Spurs, c'est Chris Paul, lors de la reconstruction. Et bah très bien, donc on conclut cette partie-là sur les Spurs. On va rapidement parler de vos favoris pour la bague. Donc je vous avais demandé de choisir 2 équipes. Vous me dites rapidement et pourquoi ces 2 équipes-là. Je commence par toi, Louis. Alors moi j'ai choisi Dallas dans un premier temps parce que l'année dernière ils m'ont vraiment bluffé. Je pensais pas que la paire Luka Doncic et Kyrie Irving marcherait autant et aussi bien. Et même si Klay Thompson fait vraiment une pré-saison pas bonne du tout, pour rester poli. Ouais. 0 sur 9 dernier. 0 voilà, je pense surtout à ça. Il remplace un Tim Hardaway Jr. qui il a le même rôle et il a un plafond de verre plus fort. Et pareil, il perd Derrick Jones Jr. qui est allé aux Clippers si ma mémoire est bonne. Et il remplace par Neji Marshall qui est pareil, un ailier fort, un peu small ball. Donc c'est très intéressant. Et en deuxième, j'ai mis OKC qui est pour moi sur une pente ascendante. Ils étaient premiers de l'Ouest l'année dernière. Il ne faut plus qu'ils confirment. Et Chet Graham va être enfin sur sa 2e année en tant que jouable. Donc là, il faut que ça déclique. Rapidement, Valentin, tes 2 équipes. Moi, je vais avoir une équipe en commun avec Louis, c'est le Thunder. Et si je peux parler aussi, en placer une pour les Denver Nuggets qui, honnêtement, voilà, ils sont toujours là. On les oublie parce que finalement, ils sont à chaque fois vraiment favoris à cette première place de l'Ouest. Et être souvent dans les favoris à l'Ouest, on le sait que c'est compliqué. Maintenant, ils ont perdu KCP qui est parti à Orlando. Ils récupèrent Brody. On sait pas vraiment si c'est un bon ajout, mais bon, moi, je suis persuadé que quand t'as Westbrook dans une équipe, ça peut que être bien. Pour moi, ils ont toujours un effectif aussi bon que ça. Il y a du Porter Junior. Ils ont surtout de l'expérience. Ils sont allés au titre une fois. Ils ont perdu contre des Timberwolves affamés en finale en demi-finale de conf, pardon. Donc non, c'est sûr que là, par contre, ils ont fait qu'une bouchée des Suns. C'est une équipe qui peut, toujours prétendre à ce titre, et surtout quand t'as un Jokic aussi bon, c'est bon. Ok, et toi Jordan, c'est pas les 2 mêmes équipes? Alors moi je vois le trophée rester à l'Est. Alors moi je vois clairement Boston faire le double. Avec du Jason Tatum, du Jaylen Brown, aujourd'hui ils ont tout pour gagner un 2e titre. Et je voulais mettre aussi OKC en 2e, mais le problème c'est qu'on a appris aujourd'hui que Isaiah Hartenstein s'était blessé à la main. Ouais. Voilà, il est out 6 semaines. Bon, 6 semaines ça passe assez vite, mais je vais toujours trouver une limite à ces Thunder. Je sais pas sur quoi ça va pas passer. Et ma 2e équipe, du coup, vous allez peut-être dire que je suis pas objectif, mais ça va être les New York Knicks. Alors oui, je mets encore une équipe de l'Est, parce que de toute façon, dans tous les cas, pour moi, ça va être soit New York, soit Boston qui vont en finale NBA. Et je pense qu'en finale, ces Knicks-là, avec le roster qu'ils ont, ça peut le faire. Il y a du Brunson qui arrive à maturité. Il y a du Karl Anthony Towns qui est à maturité. Michael Bridges, OG Anunoby. Et derrière, tu as tout un banc qui peut t'aider avec du McBride, du Josh Hart qui pour moi va être le 6e homme de l'année en NBA. Titulaire même. Je pense qu'il va sortir quand Mitchell Robinson va revenir dans la rotation. Ça va faire Brunson, Bridges,
Anunoby, Towns, Robinson, et du coup Josh Hart qui passera en 6e homme. Et, Parce que même Robinson va rentrer dans la rotation. Donc quand même une très belle équipe. S'il revient de blessure et que ça tient, c'est sûr et certain qu'il Non, prendra. pour moi, Ok. C'est un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. Pour moi, c'est le meilleur. Et de toute façon, les chiffres le prouvent. De toute façon, les Knicks Et au sont compte, la c'est meilleure beaucoup par équipe match. au rebond offensif Ouais. de la ligue. Ok, donc de très belles équipes. Maintenant, on va tout de suite passer au jeu de l'émission. Pour ce magnifique jeu, ça sera un jeu spécial France, spécial français surtout. Wow. Ça va être simple, je vais vous poser des questions et puis vous allez me répondre. Le premier qui me répond a un point. Et Ok. puis voilà, il y aura une question bonus à la fin qui faudra le nombre. C'est sur de les points Français en pour NBA. rattraper le premier. C'est sur les Français en NBA, tout à fait. Je vais commencer la première question avec un record. Quel joueur français détient le record du plus grand nombre de passes décisives en un seul match? Boris Dio. Boris Dio, c'est une très bonne réponse, Jordan. Jordan qui marque un premier point. Il y a combien de questions au total? Il y en a 9 de questions en tout. Lors de la draft 2001, ça va peut-être une question de rapidité. À quelle position a été drafté Tony Parker? 27. Ah, c'est presque ça, mais c'est pas 27. Non. 28. 28e, Ah, bravo putain. Jordan. À une place, à une petite place. Ça fait 2 points pour Jordan. Tipeee. Alors, quel Français a réalisé le plus de triple-double en NBA? Nicolas Batum. C'est Nicolas Ah ouais, Batum, bien très joué. bonne question. Vous êtes très fort sur ce jeu en tout cas. Donc Ouais, ça ça fait va vite 2 parfois, pour ouais. Jordan et 1 pour Valentin. Et combien pour Louis? Et 0 pour Louis. Merci de le C'était- préciser. Merci de le préciser. J'hésitais à le rappeler. Ensuite, ça va être une question un petit peu plus difficile. J'attends votre expertise. Quel joueur français a marqué plus de 20 points lors d'un match de play-off dans 2 équipes différentes? Tony Parker. Non, c'est pas Tony Parker. Ah putain, mais dans 2 équipes. Dans 2 équipes différentes. Après, les joueurs. Evan Fournier. Non, c'est pas Evan Fournier. Un petit peu. On est éliminé avec Val? Non, vous pouvez Ok. répondre, mais là c'est à Louis Là, de je répondre. réfléchis, et je après, réfléchis. Ah, ok. Bah, Mais t'as les deux Rudy Magic. Gobert. Non, c'est pas Rudy Gobert. Jordan, t'es Ouais, là je suis éliminé, je suis désolé. C'est un joueur qui date un petit peu plus de l'époque un petit peu de Tony Parker. Ah non, Jordan. Ah, Louis, tu dis une réponse? Je vais dire une réponse, mais sans conviction. Non, ouais, je l'ai pas. Non, je vais rien dire. Viens. Nicolas Batum. Non, c'est Pietrus. pas Nicolas Batum. C'est Ah, Pietrus. putain. C'est Pietrus, bravo Nickel, Pietrus. Jordan. Je l'avais pas. Pour Que le Money Golden Time State- a eu la chance de rencontrer en avril dernier. Voilà. Pour les Golden State Warriors et le Orlando Magic. Maintenant, en quelle année, ça va être aussi peut-être une question de rapidité, en quelle année Joachim Noah a-t-il remporté le titre de meilleur défenseur de la 2011. 2011. Le deuxième, pardon. Ah, Attends. Le deuxième. 2013. C'est 2013, bravo Valentin. Ma question n'était pas précise, je m'en excuse, mais en tout cas, grave, ça c'est pas grave. fait 2 points pour Valentin, 3 pour Jordan, c'est ça? Et 0 Et pour. zéro. Pour Louis. On le rappellera jusqu'à qu'on termine. Là, ça va peut-être aussi être une question de rapidité, je pense que vous le savez en plus, même s'il y en a qui peuvent se tromper. En quel joueur français a été le plus jeune à débuter un match en NBA? Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya, bravo Bien joué, bien Valentin. joué. Il y a une battle entre Jordan et Valentin assez Ouais. stupéfiante, 3-3. Et Louis, Et Zéro. lui, c'est pas fini pour lui. Il est à la c'est régie, pas il fini. est à la régie, on l'en veut. C'est pas fini. il doit faire un 3 sur 3. Combien de joueurs français ont gagné un titre NBA? 2, 3. Non, pas 2, pas 3, 6. pas 6. 4. Plus, c'est moi. 4, c'est 4. Putain, mais Bravo, toujours à Valentin. chiffre, c'est une dinguerie ça. C'est Bravo, fou ça. Valentin. Et dégueulasse. 27, Dégueulasse, 28, Valentin. Qui est en 3, tête 4. du classement? 4 pour Valentin, 3 pour Jordan, 0 pour Louis. Merci. Combien de fois Tony Parker a été sélectionné pour le All-Star? 4. Non, c'est pas 4. 3. Non, c'est pas 5. c'est 6. Non, mais c'est une blague. Vas-y, c'est une dinguerie. C'est Bravo fou. Jordan. Quels étaient les stats de Wemby en points, rebonds et passes la saison dernière à 0,5 près? 19. Non. D'accord. 20. 20 non. Mais- À 0,5 près, vous devez nous donner Ok, 3. 17 points. Non. Bon, Un peu vas-y. plus, vous êtes un petit peu gentil là. 18, 9, 5. 21. Non. 21 c'est bon, rebond. 8. Non, pardon, Neuf. pardon. Neuf. Mais c'est à moi de continuer là. Ah, pardon, oui, non, pardon. C'est à Louis de continuer. Vous avez beaucoup de 21. points déjà, vous me 9. laissez s'il vous plaît. Mais C'est 10 21. 10, ça passe. et 3. 5. En passe, hein. Et 3. Il finit à 2,5 passes, non? À 3, si je le compte, c'est 3,9. Il y avait 0,5 de shoot. Mais, 3,4. Allez, donne-lui, on lui donne. mais on lui donne compliqué, quand la même, question. comme ça, le premier point. Fais un point Bravo, score, s'il te Louis. plaît. 3 pour Jordan, 4 pour Valentin. J'ai 4. Et 1 pour Louis. Tony Parker, 6. Tu as 4 Lâche points. ça, Mais lâche c'est un ça. beau Donc point. la c'est un dernière beau point. question, On a dit la tous les dernière chiffres. question, la dernière question sera
La plus dure, et là c'est un petit avantage quand même pour Jordan parce que je l'avais pas prévu celle-ci. Hein Quel est le premier joueur à avoir rejoint NBA? Tariq Abdel-Wahad, premier français. Voilà, premier français à avoir rejoint NBA, pardon. C'est Jordan qui Fallait va écouter la remporter- chronique, Mais en tout cas, bravo Jordan, bravo notre champion qui a remporté ce quiz spécial français. Bravo champion. Merci la team. Voilà, Louis qui finira avec un petit point, mais C'est pour le consoler. merci à tous d'avoir suivi cette émission du Money Time sur la NBA qui reprend bien évidemment le 22 octobre prochain, dans 5 petits jours. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.